On poursuit ce Lex Inside, on va parler du décret Magicobus 2. Il simplifie la procédure civile, notamment avec la dématérialisation. On fait le point tout de suite avec mon invité, David Van der Vlist, avocat et responsable du groupe Procédure civile au sein du CNB. David Van der Vlist, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de rentrer dans le détail du décret Magicobus 2, pouvez-vous nous présenter ? Oui, alors le Magicobus, c'est le bus magique dans Harry Potter qui se faufile partout. Et donc, en fait, on est dans une démarche de la chancellerie de prendre des textes tous les ans en matière de procédure civile qui simplifient, qui clarifient quelques textes à la marge en fonction des arrêts qui sont tombés. Donc là, on est sur un texte de procédure qui principalement simplifie la dématérialisation, qui est un gros chantier de la justice civile et qui codifie certaines jurisprudences et fait quelques modifications à la marge, en particulier sur la procédure orale. Bon, on a vu ce que c'est maintenant ce décret Magicobus 2. On va rentrer dans le détail de ce texte. Tout d'abord, il y a un certain nombre de mesures qui concernent la dématérialisation. Quelles sont-elles ? Alors la dématérialisation, c'est vraiment un grand chantier de la justice civile, avec l'idée de se coller aux évolutions, mais également de faire des économies aux côtés de la chancellerie sur tout ce qui est affranchissement. Donc on a des évolutions par rapport au recours à cette dématérialisation, en prévoyant certaines mesures, notamment le fait que les justiciables qui se connecteront à la plateforme du justiciable, donc il y a une plateforme en ligne pour que les justiciables puissent se connecter directement et échanger avec les juridictions, une modification importante qui fait que les justiciables qui se connecteront à cette plateforme pour consulter leur dossier consentiront automatiquement à avoir une communication électronique de tous les avis d'audience, etc. Donc ça veut dire qu'il va falloir une certaine vigilance sur les acteurs, notamment toutes les assistantes sociales, etc. Parce qu'une personne âgée, par exemple, qui n'a pas Internet, qui viendrait vouloir consulter l'état de son dossier dans un point d'accès au droit ou dans une médiathèque, en se connectant, consentira de façon irrévocable à avoir tous les avis d'audience, etc., par voie électronique. Une évolution importante là-dessus. Deuxième évolution importante, on pourra dématérialiser l'intégralité des procédures. Donc le greffe pourra tout numériser, les pièces, les conclusions, etc., pour que ce soit entièrement dématérialisé. Et on pourra également dématérialiser de façon plus simple les jugements, qui pourront être donc nativement numériques. Et du coup, vous serez transmis par voie numérique, seront transmis à l'huissier par voie numérique, et c'est l'huissier qui rematérialiserait l'acte pour sa signification. Donc vraiment un chantier important, parce que l'objectif de la chancellerie, c'est à terme que tous les dossiers deviennent purement numériques. Donc c'est simplifier et aller plus vite, c'est ça ? C'est un peu ça, oui. Alors d'autres, on a vu les mesures qui concernent la dématérialisation. Il y a également des mesures qui concernent la compétence territoriale des mesures in futurum. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les référés in futurum sont les référés 145. C'est la possibilité, avant tout procès, de demander une mesure d'instruction. Ça peut être une communication de pièces, ça peut être une expertise. Enfin, c'est extrêmement large comme périmètre. Et donc là, on a une codification de jurisprudence en prévoyant que le juge compétent territorialement, ce sera au choix soit le juge du lieu où la mesure sera exécutée, soit le juge qui pourrait connaître de l'affaire au fond. Donc ça, c'est une codification de la jurisprudence. Et il y a une deuxième évolution qui est là aussi importante, c'est quand la mesure concernera des immeubles, je sais pas, une expertise sur un immeuble pour des problèmes de construction, le juge compétent, ce sera le juge du lieu de l'immeuble. Et l'idée, c'est qu'il puisse plus facilement se rendre sur place, avoir connaissance des experts locaux, etc., etc. Donc simplifier là aussi les choses avec des règles claires et simples en matière de référé 145. Alors d'autres modifications à signaler, c'est le cas de la procédure orale où il y a également des nouveautés en la matière. Oui, alors ça, jusqu'à présent, donc en procédure orale, vous avez votre première audience, et si à votre première audience vous êtes en mesure de plaider, très bien, ça se passe comme ça. Mais par contre, si l'affaire était renvoyée, il fallait que le juge puisse organiser les échanges. Jusqu'à présent, le juge pouvait, avec l'accord des parties, il fallait l'accord des parties, fixer un calendrier d'échange. L'évolution importante désormais, c'est que quand toutes les parties sont présentées par un avocat, là, le juge peut imposer le calendrier, donc sans leur accord, mais également les modalités de communication et d'échange. Et à l'inverse, quand les parties n'ont pas d'avocat, là, il pourra imposer le calendrier toujours, donc là aussi évolution, mais il pourra également, avec leur accord, fixer les modalités d'échange, donc imposer par exemple des conclusions, enfin proposer avec l'accord de la partie des conclusions, ou encore proposer que les dernières conclusions soient récapitulatives et donc que la partie qui n'a pas repris dans son dispositif les dernières évolutions, les dernières demandes renonce aux demandes qui n'auraient pas été reprises. Ce sont des bonnes évolutions pour vous ?
C'est des évolutions qui, je dirais, sont de la simplification, vont permettre, dans certains cas, de fluidifier les échanges. Par contre, la vraie difficulté, c'est que parfois, en fait, l'esprit de la procédure orale n'est pas vraiment respecté. C'est-à-dire que quand vous avez des juridictions qui, à la première audience, en fait, font des audiences de mise en état, ben, ça veut dire qu'on ne laisse pas véritablement la chance aux parties d'avoir organisé leurs échanges comme elles le souhaitaient, de plaider sur la base de la façon dont elles avaient voulu mettre en état le dossier, finalement en imposant la possibilité pour le juge d'organiser les échanges dans le cadre d'un renvoi. Alors que ce n'est pas vraiment l'esprit de la mesure, parce que c'est vraiment, si on n'est pas prêt la première fois, que là, le juge a vocation, d'une certaine façon, à reprendre un peu la main sur la mise en état du dossier. Alors, dernières évolutions concernant ce décret, il prévoit des mesures qui concernent les recours en révision. De quoi s'agit-il? Alors, les recours en révision, c'est vraiment un trou de souris, parce que l'idée, c'est que quand un jugement, quand un arrêt est définitif, il est définitif. Là, ça concerne l'hypothèse où vous avez un jugement, une décision de justice qui a été obtenue par une fraude, ou un jugement, une décision de justice qui a été obtenue sur la base d'une attestation ou d'un témoignage qui s'avérerait falsifié, ou une partie qui a vraiment dissimulé des pièces qui étaient déterminantes pour l'issue du litige. Donc quand vous êtes dans cette hypothèse, si vous n'avez pas été en mesure, avant que le jugement soit rendu, de faire valoir ces difficultés-là, on permet, de façon un peu exceptionnelle, dans un délai de 2 mois, à partir du moment où vous avez connaissance de cette cause, de ce motif, de saisir le juge par voie de citation en demandant une révision de la décision initiale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel. Ce que ce décret prévoit, c'est une obligation à peine d'irrecevabilité de dénoncer la citation au parquet, de façon à ce que le parquet puisse présenter des observations, intervenir. Parce que là encore, il s'agit de préserver les juridictions. Le principe, c'est quand même qu'on s'en tienne à la décision qui a été rendue. C'est vraiment exceptionnellement, dans ces hypothèses limitatives, qu'on pourra revenir pour faire réviser les choses. C'est une bonne chose pour vous? Je pense que ça peut permettre effectivement de s'assurer que le parquet soit bien dans la procédure valablement. Après, on pourrait imaginer des solutions, enfin d'échanges internes à la juridiction. Parce qu'effectivement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de forcer une partie à dénoncer là où le greffe pourrait simplement en informer le parquet? Bon. Là encore, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une volonté de faire des économies. Donc, de plus en plus, on impose aux avocats de faire des actes de signification, des actes de dénonciation, etc. Là où avant, ça pouvait se passer parfois de façon plus fluide. Pour terminer, comment vous analysez ces mesures qui veulent être simplificatrices? Est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense que ça simplifie le travail de la chancellerie et des juridictions sur certaines choses, ça clarifie les règles, et parfois c'est mieux d'avoir, je pense par exemple au référé 145 à l'expertise in futurum, c'est mieux d'avoir des règles qui sont écrites plutôt que de devoir aller chercher dans la jurisprudence pour les praticiens. Après, je dirais, il y a quand même des points de vigilance, parce que la dématérialisation, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que dans ce pays, la fracture numérique existe. Et l'exemple que je vous donnais de la personne âgée qui, du coup, voudra voir l'évolution de son dossier, se connecte, et derrière se retrouverait à ne pas avoir connaissance des convocations, là, ça pose des vraies difficultés. Donc ça, je dirais, il y a un enjeu important, parce que certes, il faut faire des économies, mais en même temps, il faut préserver les droits des justiciables et avoir conscience des difficultés qui peuvent se rencontrer. On va conclure là-dessus. Merci David van der Vlist. Je rappelle que vous êtes avocat et responsable du groupe Procédure Civile au sein du CNB. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va changer de domaine. On va parler d'e-sport et on parlera du contrat du joueur.